Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du Q&A podcast. On est à l'épisode 74, il me semble. J'espère que vous allez merveilleusement bien, comme d'habitude. Moi, ça va. Je me suis blessé le dos avant-hier, donc là, on est mardi. Ouais, on est mardi. Je me suis blessé le dos dimanche, sans rien faire enfin si, en faisant des trucs en particulier, si. Euh, disons que j'ai pas arrêté. En fait, le matin, j'ai passé l'aspirateur dans tout mon appart. Et passer l'aspirateur, généralement, c'est encore la seule chose qui me donne mal au dos. Je dois avoir une posture terrible quand je passe l'aspirateur. Je dois être penchée, tordue, je sais pas quoi. Il faudrait on m'a suggéré de faire ça d'ailleurs, de me filmer quand je passe l'aspirateur pour me rendre compte d'à quel point il y a certainement des choses à corriger. Et bref, en plus, c'est un nouvel aspirateur, alors je vous raconte pas. Bref, dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir très mal au dos, comme une crispation au niveau des lombaires. Et, et voilà, et en fait, ça m'a donné aussi l'opportunité de faire l'expérience de la douleur, ce qui m'arrive plus très souvent. Je touche du bois, mais c'est plutôt quelque chose de cool parce que forcément, c'est un peu ma spécialité avec les gens avec qui je travaille, avec les membres de Yoga with Clam, d'apprendre à gérer la douleur, à la comprendre et à la faire disparaître, hopefully. Et du coup, voilà, ça m'a permis, j'en ai fait un post d'ailleurs sur Instagram, de parler de tout ce que je fais et de tout ce que je ne fais pas, en fait, quand il m'arrive quelque chose comme ça, une blessure. Et je vais peut-être en faire ma newsletter de la semaine. Je sais pas, je vais réfléchir, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, je suis très très contente de comment j'ai géré cette douleur parce que j'ai vraiment suivi tous les préceptes que j'enseigne, que je recommande aux membres de Yoga with Clam par rapport à la douleur, c'est-à-dire que j'ai pas paniqué, je suis pas non plus. Si j'ai pris un anti-inflammatoire, mais j'ai pas sauté sur mon téléphone pour prendre un rendez-vous chez le médecin parce que je sais dans la grande majorité des cas, pour ce genre de douleur, ils vont juste me prescrire des antidouleurs ou me dire d'aller chez un kiné ou chez un ostéo ou que sais-je, qui va peut-être me soulager temporairement, mais ça ne va rien changer à ma vie et qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est attendre et soutenir son corps, en fait. Et du coup, avec des mouvements doux, avec du massage, de l'automassage, donc un peu de massage sur soi, continuer à bouger et continuer à rester calme et à se détendre et en fait à simplement aider la circulation du corps, détendre la tension dans les muscles et laisser le corps faire ce qu'il fait de mieux. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et hier, ça allait déjà mieux et aujourd'hui, ça va encore mieux. Ce matin, j'ai même réussi à faire 1 heure de yoga avec du bon flow et toujours en faisant attention, en observant un peu les sensations, ce qui est le propre du yoga de toute façon. Et voilà, et ça va déjà beaucoup mieux alors que j'étais dimanche, je rigolais pas trop. Mais ça va, tout va bien, tout va mieux. Donc voilà, j'ai suivi ce que j'enseigne et ça me fait plaisir de voir que ça marche. Même si je le sais, évidemment, je le vois avec les membres de Yoga with Clam, mais c'est bien aussi de pouvoir retester ces méthodes sur soi-même de temps en temps et se dire, OK, il y a rien à retoucher, tout va bien. OK, je vais passer aux questions. La première question aujourd'hui au sujet du pranayama et des exercices de respiration. Est-ce que ça n'annule pas les bienfaits de la cohérence cardiaque quand on passe les 5 minutes à gamberger? Et puis il y a un petit aparté, gros coup de gueule aux thérapeutes qui te disent qu'une fois c'est pas assez, c'est comme ça que tu crées une population de gens qui ne font pas du tout. Grrr, sorry, il fallait que ça sorte. Alors, je vais décortiquer un peu la question parce il y a 2 gros points et puis, la première question donc parle de la cohérence cardiaque. Si vous ne savez pas ce que c'est la cohérence cardiaque, c'est juste un exercice de respiration où on essaye d'amener la respiration en gros en rythme avec les battements du cœur et en fait on respire à un rythme d'environ 5,5 respirations par seconde, environ, par seconde pardon, par minute.
Et voilà, et donc la cohérence cardiaque, on inspire pour à peu près 5 secondes, on expire pour à peu près 5 secondes et on fait ça pendant au moins 5 minutes. Et donc ma cliente demande si ça n'annule pas les bienfaits de la cohérence cardiaque si on passe les 5 minutes à gamberger. Alors je ne pense pas que ça annule les effets parce qu'il y a toujours l'effet sur le système nerveux de respirer à ce rythme-là, donc de ralentir la respiration et puis même de rien que le fait de suivre ce rythme-là, bah, on est obligé d'y porter notre attention. Mais effectivement, si on n'essaye pas de garder l'attention sur la respiration, ça va en limiter les bienfaits. Parce qu'une grande partie de ces bienfaits est dans l'exercice de la pleine conscience, le fait de de garder cette attention sur la respiration, d'être dans le moment présent et d'amener notre esprit sur ce qu'on fait à ce moment-là. Et donc, forcément, ça requiert qu'on paye attention à ce qu'on fait et si on est en train de gamberger, un peu moins. Mais tu remarqueras que j'ai dit: «Si on n'essaye pas de garder l'attention sur la respiration, ça en limite les bienfaits» et j'ai pas dit volontairement: «Si on ne garde pas l'attention sur la respiration, ça en limite les bienfaits». C'est-à-dire que l'exercice est de ramener son attention à la respiration et que donc tant qu'on essaye, on fait les choses bien, qu'on y arrive ou pas. Donc, c'est-à-dire que pendant ces 5 minutes-là, l'exercice, ça va être, en plus de respirer à ce rythme-là, de garder l'attention sur la respiration, de continuer à poser ton esprit sur une seule chose. Et à chaque fois, parce que ça arrivera forcément, à chaque fois que tu te mettras à gamberger, tu essayes de ramener, pardon, je perds ma voix, tu essayes de ramener l'attention sur la respiration. Quand tu te rends compte que ton esprit est parti ailleurs, fiou, on le ramène gentiment, sans frustration, sans se dire oh là là, t'as encore, voilà. Juste, voilà, on se dit ah tiens, mon esprit est parti ailleurs, c'est pas grave, je vais le ramener, je vais respirer, je vais suivre ma respiration et voilà. Donc, donc voilà, l'exercice c'est d'essayer de, et de ramener l'attention autant de fois que nécessaire à la respiration. Si, tu te rends il y a et ça va changer en fonction des jours d'ailleurs. Ça va changer, il y a des jours où ça va être relativement facile. Il y a des jours où ça va être impossible et tu vas juste gamberger pendant 5 minutes et même si tu essayes, tu vas pas y arriver. C'est pas grave. L'exercice est dans le fait d'essayer et dans le fait de le faire souvent. Et je vais juste ajouter que et c'est peut-être, par rapport attends, pardon, je reprends. Par rapport je vais d'abord passer à la deuxième partie de ta question qui était le gros coup de gueule aux thérapeutes qui te disent qu'une fois, c'est pas assez. Effectivement, la cohérence cardiaque, c'est généralement recommandé de la faire pendant 5 minutes plusieurs fois par jour, 3 fois par jour. C'est la recommandation en général, de la faire plus d'une fois par jour. Si tu l'as fait une fois, si tu trouves pas d'autres moments pour le faire ou si tu voilà. C'est mieux de faire une fois que de ne rien faire. Clairement, clairement. C'est toujours mieux et ça je vous l'assène assez souvent. Faire un peu souvent, c'est toujours mieux que de faire, de faire 1 heure de cohérence cardiaque une fois tous les 3 mois, ça n'aurait aucun sens. Mais si tu peux le faire 5 minutes tous les jours, c'est un minimum, mais c'est un bon début. Donc je t'encouragerais toujours à le faire 5 minutes par jour si tu n'as que 5 minutes à y consacrer par jour, pas de souci. Si on parvient à en faire une habitude et à ramener assez souvent son attention sur la respiration, donc si tu sens que ça commence à être facile de faire ces 5 minutes-là, si tu t'ennuies un peu, c'est bien d'augmenter doucement, d'aller, soit de faire une autre session de 5 minutes à un autre moment de la journée, soit de passer au lieu de 5 minutes à 7 minutes ou à 10 et peut-être augmenter jusqu'à 20 si tu te sens, voilà, si tu as 20 minutes devant toi ou bien, 5 minutes, le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir ou bien 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, enfin bon, on s'en fiche. L'idée, c'est de le faire régulièrement, tous les jours, autant que possible, 5 minutes, un minimum et on peut augmenter si on sent que, bah, que
ça devient trop facile presque. Voilà. Mais effectivement, le coup de gueule au thérapeute est légitime quand on te dit, surtout, bah, du coup, on en a discuté un petit peu, mais tu m'as dit qu'il te l'avait dit d'un ton vraiment très off. Tu fais que 5 minutes par jour, super, autant rien faire. Non, effectivement, c'est une attitude qui n'aide pas, qui est pas utile et qui effectivement, bah, te fait te dire: «Ah bah, les 5 minutes que je fais, ça sert à rien, autant rien faire, quoi». Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est très dommage qu'il y ait encore des thérapeutes qui ont ce genre de jugement dans la voix. Hélas, il y en a beaucoup. Ok, question suivante. En ce moment, je suis méga nulle pour prendre des décisions minuscules comme importantes. J'ai toujours eu ça. J'ai l'impression que ça s'est amplifié cette année, mais j'ai l'impression que ça s'est amplifié cette année. Je ne sais pas si c'est la fatigue, le FOMO, la maternité, un manque de confiance en soi ou de temps pour réfléchir, mais c'est assez usant d'être constamment dans l'incertitude. Tes réactions, conseils sur tout ça? Ah ouais, prendre des décisions, c'est fatigant mentalement. Ça requiert de l'énergie et de l'énergie, on en a en quantité limitée, je vous apprends rien. Et ça me fait penser à Steve Jobs, un des fondateurs d'Apple, si vous ne replacez pas la personne. Je sais pas si vous avez vu ça, mais Steve Jobs, c'est assez connu qu'il portait toujours la même tenue, un col, noir roulé, un col roulé noir et un jean, parce que pour lui, c'était une décision de moins à prendre, en fait. Il avait choisi d'avoir une garde-robe uniquement composée de, pull à col roulé noir et de jeans. Et voilà, comme ça, le matin, il se disait pas: «Qu'est-ce que je mets aujourd'hui?» Une décision de moins à prendre, moins de fatigue et du coup, de l'énergie qu'il pouvait consacrer à son génie, à inventer des téléphones trop chers. Je dis ça alors que j'ai un iPhone, bien sûr, et que j'adore. Mais c'est très cher. Soyons honnêtes, c'est très cher. Donc je pense qu'il avait mis le doigt sur un truc, Steve Jobs, parce que, je crois qu'on a tous atteint cet état d'épuisement décisionnel où, notre partenaire ou notre mère ou notre ami ou que sais-je, nous demande, «Ah, qu'est-ce que tu veux manger ce soir?» Et juste, on se dit: «Non mais je peux plus prendre une seule décision, je j'ai plus rien à donner, je t'en supplie. Fais ce que tu veux, commande ce que tu veux, je serai ravie, je veux juste manger un truc, mais je veux surtout pas décider de quoi que ce soit». Et je trouve que tu as des pistes intéressantes, par rapport à la fatigue, au FOMO, à la maternité, tout ça, parce que j'imagine que quand on vient de mettre un petit humain au monde, bah, il y a 1000 décisions à prendre et des décisions qui sont importantes. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de fatigue aussi. Forcément, on dort moins qu'avant, on veut faire les bonnes choses pour son enfant et cetera. Donc si tu as dû prendre beaucoup de décisions cette année et ou des décisions importantes, si tu es particulièrement stressé, parce que le stress impacte grandement notre capacité à prendre des décisions. Le stress aussi, ça me pose une fatigue sur le corps, sur le mental, voilà. Si tu manques de sommeil, les fatigues physiques et mentales sont très liées, on le sait. Et si en plus de ça, tu as tendance au perfectionnisme, et je sais que c'est ton cas, parce que je te connais un peu, donc ça m'étonne pas que ce soit particulièrement compliqué pour toi de prendre des décisions. C'est plus, je veux dire, ce dont je parlais avec le fait de pas réussir à décider le soir de ce qu'on veut manger, ça va être une fatigue mentale, assez, ponctuelle. Alors que si tout au long de l'année, voilà, tu as dû prendre plein de décisions, tu manques de sommeil, tu es particulièrement stressé et cetera, c'est plus un genre de burn-out décisionnel à ce niveau-là. Donc ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Niveau conseil, bah, toujours, protège ton sommeil évidemment. Ça va être mon conseil couverture pour tous les maux de notre existence. Protège ton sommeil, essaye de voir si tu peux faire plus de sieste ou voilà, avoir des nuits de meilleure qualité d'une manière ou d'une autre. Surveille ta fatigue mentale, toujours, toujours très important aussi de prendre des moments de déconnexion et des moments où tu ne dois pas décider de quoi que ce soit.
Et puis d'ailleurs, regarde s'il y a pas des choix que tu peux éliminer de ton quotidien. Donc, par exemple, comme Steve Jobs, tu décides, de tes tenues à l'avance, ou bien, j'ai une coach qui fait ça et qui recommande ça et que j'aime bien, mais c'est dans l'optique de perte de poids, mais aussi de fatigue décisionnelle, de manger toujours la même chose au petit-déj et au déjeuner, et puis de garder un peu plus de flexibilité pour le repas du soir. Comme ça évite de devoir se dire: «OK, qu'est-ce que je mange le matin? Qu'est-ce que je mange le midi? Qu'est-ce que je mange le soir?» Parce que c'est usant aussi, hein, de devoir tous les jours décider de ce qu'on va manger. Donc voilà, d'essayer d'ajouter un peu de routine, en fait, à son quotidien pour devoir prendre moins de décisions. Et en règle générale, je trouve que plus de routine, c'est pas sexy, effectivement, la routine, ça a cette connotation négative, mais qu'est-ce que c'est libérateur à ce niveau-là, en fait. J'ai, dans mon boulot, bah, j'ai un planning qui change toutes les semaines en fonction des séances que les membres de Yoga with Clem ont bookées avec moi. Donc, là, aujourd'hui, d'habitude, j'ai en général un cours le mardi à 10 heures, mais aujourd'hui, j'ai un cours à 13 heures. Et puis voilà, enfin bon, bref, en fonction de mes appels et des séances que j'ai mon planning qui change complètement. Donc c'est hyper important pour mon énergie que tout le reste soit aussi routinier que possible. Je vais, à mes tâches d'admin, je les fais, toutes les semaines. Je me suis calé des moments dans mon planning pour les faire toutes les semaines au même moment. Là, je prends un peu d'avance sur mon podcast, mais c'est pour une autre raison, parce que j'ai justement dû bousculer un peu mon planning. Parce que maintenant j'ai mes cours d'allemand à l'heure où avant je faisais mon podcast. Bref, on s'en fiche, mais c'est voilà, j'ai changé une routine pour une autre routine parce que c'est hyper important que mon énergie soit dépensée dans ce qui est le plus important pour moi. Et pour moi, bah, mon énergie, je veux qu'elle soit au top quand je suis avec mes clients, quand je suis en call ou en séance de yoga, quand je donne mon énergie à quelqu'un d'autre. Je veux avoir plus d'énergie possible à ce moment-là. Et les tâches d'admin, c'est routinier. Les repas, je mange tous les matins le même petit déjeuner depuis des années et des années. Le midi, c'est un peu plus compliqué, mais en général, je vais faire quelque chose de très simple aussi. Mais bref, voilà, avoir plus de routine, ouais, c'est pas sexy, mais c'est libérateur au niveau énergie mentale. Voilà, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Et j'ai une autre question aujourd'hui et ensuite j'aurai un call à 11 heures. OK. Dernière question. J'estime que je devrais perdre juste 4 kilos pour me sentir plus en forme et remettre mes pantalons préférés. Pourquoi est-ce que c'est si dur de se motiver alors que ça n'est probablement pas le bout du monde en termes d'effort? Je parle pas de perdre 10 kilos et de revenir à mon poids d'il y a 10 ans, juste 4 kilos. Ça a l'air si près et pourtant si loin. Qu'en penses-tu? Alors j'adore cette question, j'ai beaucoup aimé réfléchir à cette question parce que, heu, je pense que c'est super intéressant le mécanisme derrière. C'est un mécanisme psychologique qui est très, très intéressant. Je me demande si ce serait pas plus facile pour toi, justement, si tu avais cet objectif de 10 kilos plutôt que 4. Et attention, je dis pas du tout que c'est ce que tu devrais faire, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que ce serait sans doute plus facile si ton objectif était plus ambitieux. Et c'est contre-intuitif complètement et c'est pour ça que je trouve ça super fascinant, super intéressant. La raison est assez simple. 4 kilos, c'est tellement peu que la différence serait pas flagrante du tout pour toi. Si tu perdais juste 4 kilos, ouais, tu te sentirais un peu plus en forme, tu pourrais remettre quelques pantalons effectivement, mais ça te changerait pas la vie. En fait, tu verrais pas une différence folle sur ton physique, voilà, ce serait pas flagrant et du coup, c'est pas motivant. Cet objectif, quand tu le visualises dans ta tête, il te fait pas rêver plus que ça, en fait. Il te dit pas: «Ah, ce serait un changement total de mon existence». C'est pas motivant. Faire des efforts pour un résultat qui est si similaire à la situation actuelle, bah, on se dit: «À quoi bon, en fait? On n'est pas si mal là où on est, c'est voilà, ça va, des efforts, il faut avoir une bonne raison pour faire des efforts», surtout sur l'alimentation qui est voilà, c'est se priver de plaisir donc si c'est pour, une différence qui est si minime, à quoi bon?
Et tu en ce moment certainement à un 7 sur 10 sur l'échelle de la satisfaction au niveau de ton poids et donc c'est pas assez dramatique pour te pousser à changer non plus et si tu te trouvais vraiment beaucoup trop grosse, si tu te disais: «Oh là là, j'ai je sais pas 20 kilos à perdre ou et je suis super mal dans ma peau», tout ça, bah, là, tu serais peut-être plus un 3 sur 10 en termes de satisfaction et ça aide vachement plus à se motiver pour changer. 4 kilos, 4 petits kilos, c'est pas facile à marketer envers soi-même, en fait. Si je vais prendre un exemple dans mon domaine, la souplesse, par exemple, heu, imagine si sur Instagram, je parlais à des gens pas souples du tout et je leur disais, «Ah, suivez mes cours de yoga, vous pourrez gagner 5 centimètres de souplesse dans les jambes». Donc, quand vous êtes debout et que vous vous penchez vers l'avant, avec que vous essayez de toucher le sol avec les jambes tendues, bah, vous serez 5 centimètres plus bas. Bah, on dirait: «Ouais, OK, super», bah, ça fait pas rêver, quoi. Mais si je leur dis: «Suivez mes cours de yoga, vous pourrez faire le grand écart», bah, c'est autrement plus vendeur, quoi. Même si l'effort à fournir est potentiellement plus important, évidemment, on se doute bien que gagner 5 centimètres de souplesse dans les jambes, ça va demander moins d'efforts que d'apprendre à faire le grand écart surtout si on part de très loin. Mais c'est vachement plus vendeur parce qu'on nous vend un rêve, on nous vend une situation qui est complètement différente de notre situation actuelle. Et puis, il y a aussi le fait que si on a un objectif plus ambitieux, on va plus facilement y aller à fond parce qu'on sait que ça va être difficile d'atteindre cet objectif et que chaque effort va compter. Si on a un objectif plus petit, on va se dire qu'un écart par-ci, par-là, ça fait pas tant de différence que ça. De toute façon, j'ai pas beaucoup à perdre, donc il suffit que je fasse un peu plus attention demain et ça va aller. Alors que si on sait que j'ai, 10-15 kilogrammes à perdre, bah, non, il faut y aller sérieusement parce que ça va pas être facile, quoi. Donc c'est beaucoup plus difficile à prendre au sérieux une perte de 4 kilogrammes qu'une perte de 10 kilogrammes. Quand j'ai perdu mon poids, il y a plus de 10 ans de ça maintenant, j'ai perdu 17 kilogrammes. Heu, J'étais descendue, pas mal, j'étais descendue assez bas, même un peu trop bas à un moment, donc c'était pas tenable. Je suis remontée et j'avais cet objectif dans ma tête, de 55 kilogrammes et puis, je suis descendue à 51 et je suis remontée ensuite à 58. J'ai pris du muscle et tout et puis j'ai repris un peu de gras parce que voilà et à 51, c'était pas tenable pour moi. J'étais très, très mince et ça me plaisait pas physiquement en apparence et ça me plaisait pas non plus au niveau de ma santé et au niveau de ma vie quotidienne. C'était beaucoup trop de sacrifices. Donc je suis remontée à 58 et du coup, il me restait plus que ces, 3 kilogrammes pour atteindre mes 55 kilogrammes. Et ben, ça fait 10 ans que j'essaye d'atteindre ces 55 kilogrammes, alors que les 17, je les ai fait pas facilement. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais je les ai faits enfin, des sacrifices, non. J'ai juste revu complètement ma nutrition et cetera. J'ai fait énormément de musculation en parallèle. Enfin bon, c'était tout un mindset à l'époque et justement, c'était ça, en fait. C'était un objectif tellement ambitieux de descendre et de perdre tous ces kilos qui me plaisaient pas que, bah, j'y suis allée à fond et j'avais cette motivation d'atteindre cette autre Clémence, en fait. Cette Clémence qui était à, bah, autour de 50-55 kilogrammes et heu et plus cette Clémence qui était autour de 65-70 et du coup, c'était facile à marketer envers moi-même. Alors que de passer de 58 à 55, bah, j'ai jamais réussi parce que, ces 3 kilogrammes, oh, je pourrais le faire plus tard. Voilà ou oh, c'est pas grave si je prends des biscuits ce soir, oh, c'est pas voilà. Donc voilà. Mais une fois qu'on a conscience de ça, je pense que c'est plus facile de travailler du coup sur son état d'esprit à ce niveau-là. Effectivement, en termes d'effort, c'est sans doute pas le bout du monde, donc il te suffira sans doute de voir, bah, là où tu as tendance à accumuler des calories, si tu as tendance à te faire plaisir avec des pâtisseries plusieurs fois dans la semaine ou si tu bois tes calories avec, du coca ou de l'alcool ou, si tu as comme moi, ce vice des biscuits après le dîner, bah, tu peux te mettre, une comme règle de, bah, après le dîner, je ne mange plus, je vais me brosser les dents et je mange plus. Et enfin bon, c'est des choses comme ça mais tu peux agir là-dessus.
Mais je suis pas, voilà, je suis pas coach perte de poids, donc il y a beaucoup de gens qui auront des de bien meilleurs conseils que les miens à ce niveau-là, assurément. Mais voilà, je trouve que ce mécanisme, il est super intéressant et il s'applique certainement à plein d'autres choses parce que c'est pareil pour, bah, là, l'occurrence, tu me parles de perte de poids, mais c'est pareil pour, des petites douleurs du quotidien, ce qui est beaucoup plus, du coup, ma spécialité de: «Ah bah, ouais, effectivement, j'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal aux genoux, j'ai un peu mal dans les épaules, dans le cou, j'ai un peu de tension et tout». Bah, c'est difficile de se motiver à faire, ces 15 minutes de yoga tous les jours parce que, c'est pas on se dit: «Ah bah oui, j'aurais un petit peu moins mal», mais si j'avais enfin, si la personne qui a un petit peu mal au dos, d'un seul coup, elle pouvait plus bouger, elle pouvait plus se lever, bah, ce serait beaucoup plus facile à à se motiver à faire ces 15 minutes de yoga, parce que la différence, ce serait beaucoup plus fort. Donc voilà. C'est intéressant à réfléchir à tout ça. J'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez, retiré des choses intéressantes. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos commentaires comme d'habitude. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une excellente journée. À très bientôt. Bye bye.